Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Barbara Tract. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée écolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On fait un petit détour par une matière plus fédérale, celle du nucléaire. On a appris finalement qu'il n'y aurait pas de distribution de pilules d'iode à l'ensemble des Belges. C'est ce qui avait pourtant été annoncé au mois d'avril dernier. Ici, on a décidé de se concentrer sur quelques groupes cibles, une fois qu'on est au-delà du périmètre de 20 km autour des centrales. Et que l'eau assez furieux par rapport à ça. Oui, furieux et inquiet. Je pense que non seulement il avait été décidé de donner effectivement des pilules d'iode à tout le monde et aussi d'informer les gens, parce que distribuer des pilules d'iode, ça s'accompagne évidemment d'explications. Oui, puisqu'on les prend en cas d'accident nucléaire. Absolument. Mais c'était aussi recommandé par l'Agence de contrôle nucléaire et aussi par le Conseil supérieur de la santé. Donc ce n'est pas écolo qui le demandait, c'est vraiment une nécessité de santé publique. Ouais, mais si ce choix ici, qui est dans la note finalement, qui était du ministre Yambon a été fait, c'est peut-être parce qu'on était un peu trop alarmiste, non ? Moi, je pense que si l'Agence de sécurité nucléaire et si le Conseil supérieur de la santé font cette recommandation, c'est qu'elle est nécessaire et qu'elle est justifiée, comme je le disais il y a un instant, par des exigences de santé publique. Et je constate qu'ici, ce sont de nouveau des impératifs budgétaires qui dictent finalement des décisions qui peuvent toucher la santé de chacun. Pour vous, c'est un choix budgétaire, c'est parce que ça coûterait trop cher d'en fournir à tous les Belges? Oui, absolument. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans le journal. C'est ça qui justifie cette décision. Ça coûterait trop cher, effectivement, de distribuer des pilules d'iode à tout le monde et d'informer tout le monde, parce qu'il ne suffit pas de distribuer. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas semer la panique. Il faut distribuer et informer, et ce sont des campagnes qui ont un certain coût. Ouais. Alors, on voit qu'il y a 90 communes frontalières qui veulent obtenir la fermeture du réacteur de Tihange 2. Les fissures sont trop importantes, selon le patron de la sécurité nucléaire allemande. Comment est-ce qu'on explique cette différence de lecture entre les autorités belges et celles des pays voisins ? Oui, mais donc ce n'est pas la première fois. Les autorités étrangères allemandes, notamment les Länder qui jouxtent la Belgique, ont à plusieurs reprises exprimé leur inquiétude par rapport aux importantes fissures qu'il y a dans notamment les centrales de Tihange. C'est la même lecture que nous en faisons. Et donc moi, la raison pour laquelle la lecture est différente au niveau du gouvernement belge, c'est à eux qu'il faut le demander. Moi ça m'inquiète très fort, comme ça inquiète les pays voisins. Alors, on vient sur les compétences dont vous vous occupez essentiellement à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a appris que le secrétariat général de l'enseignement catholique, le CEGEC, est en train d'un peu fourbir ses armes concernant le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Pourquoi ? Parce que dans l'enseignement officiel, les profs qui perdraient des heures pourraient faire de la remédiation. Il y a un budget de 16 millions qui est prévu pour ça. Ce n'est pas le cas pour le catholique. Discrimination, oui ou non ? Donc eux, ils sont en train d'étudier la question, ouais. Ils se demandent s'ils ne vont pas introduire effectivement un recours. Moi, je constate quand même qu'il y a deux situations différentes qui ont été aussi voulues par le CEGEC. En l'occurrence, donc le secrétariat de l'enseignement catholique. En l'occurrence, dans les écoles catholiques, il n'y aura pas de cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. La matière va être répartie au travers des autres cours. Et c'est eux qui ont souhaité que ce soit comme ça. Ils ont préféré répartir effectivement cette matière sur l'ensemble des cours plutôt que de donner ce cours comme on va le faire dans l'enseignement officiel. Et nous le regrettons. Depuis le début, nous avons toujours dit que ce cours est un cours important et qu'il serait intéressant que tous les élèves de tous les réseaux puissent en bénéficier. Ouais, mais ce n'est pas un peu singulier ici de se dire, tiens, on va financer de la remédiation parce qu'on a des profs dont on ne sait pas très bien quoi faire dans un réseau, mais cette remédiation, on ne va pas le donner aux enfants dans l'autre réseau. Oui, donc c'est une situation qui est transitoire, qui est liée au fait qu'il y a cette évolution, qui est une évolution historique vers ce cours de philosophie et de citoyenneté. C'est tout neuf, on vient de l'appliquer ici pour l'enseignement primaire, ça viendra aussi pour l'enseignement secondaire dans un an. Et donc pour ne pas bouleverser les choses, pour permettre aussi aux enseignants de se rediriger peut-être vers d'autres matières, il y a cette mesure transitoire qui leur permet de donner des cours de remédiation pendant un temps limité. Mais donc c'est une mesure qui est totalement transitoire. Alors puisqu'on parle d'argent, la Fédération Wallonie-Bruxelles planche, on l'a appris dans la presse dans le soir il y a 2 jours, sur un programme de travaux étalé sur 5 ans, un programme de 1,365 milliard. C'est énorme. C'est quelque chose auquel on s'attendait ? Non, donc je l'ai appris également dans la presse. Je ne savais pas que la Fédération Wallonie-Bruxelles avait introduit des dossiers, des demandes de financement auprès de la Banque européenne d'investissement. Mais celle-ci devrait prendre 600 millions en charge ?
En effet, en tout cas. mais ce seront effectivement c'est un emprunt. On parle d'un prêt que la BEI consentirait, une partie qu'elle consentirait elle-même, une partie qu'elle irait chercher sur les marchés financiers, qui permettrait d'investir plus vite pour la fédération, enfin semble-t-il, d'investir plus vite dans des bâtiments scolaires. On sait qu'on a besoin de place, et singulièrement à Bruxelles, mais aussi dans semble-t-il, des institutions culturelles ou des institutions qui peuvent accueillir la jeunesse. Mais c'est un emprunt, c'est un prêt, donc ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau de la Mais BEI. est-ce qu'un tel investissement, un tel programme aussi large, ça ne va pas mettre à mal l'équilibre budgétaire de la fédération? Parce qu'on sait que maintenant, les investissements, on ne peut plus les amortir sur de longues années. C'est vu comme une dépense ordinaire. C'est l'Europe qui dicte ça. Absolument. Et donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal, vous le soulignez. On doit à la fois demander à l'Europe de nous aider à faire des investissements, mais en même temps, c'est elle qui nous empêche d'investir avec les règles d'équilibre budgétaire ou les règles comptables qu'elle nous impose. Donc il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. En même temps, si j'ai bien compris, les dossiers qui ont été introduits, ce sont des dossiers que la Fédération Wallonie-Bruxelles comptait de toute manière mettre en œuvre. Il s'agit d'investissements que la Fédération Wallonie-Bruxelles avait décidé de faire pour créer des places dans les écoles, des institutions culturelles ou des institutions qui accueillent la jeunesse dans les prochaines années. Et donc, ça nous permettra sans doute, ou semble-t-il, de faire ces investissements plus rapidement que prévu. Et je pense que ça, c'est bien. Oui, pour créer les places d'école nécessaires, on parle de 20 000 places d'ici 2022. Jusqu'ici, la fédération n'avait pas les moyens de répondre à ce besoin. Mais donc, il y a déjà eu des efforts très importants qui ont été accomplis au cours des 5 dernières années. Les places qui sont prévues pour 2022 et singulièrement à Bruxelles, ce sont surtout des places dans le secondaire. Et donc, on a le boom démographique qu'on connaît en région de Bruxelles-Capitale d'enfants, de plus en plus d'enfants. Ces enfants pourront être accueillis dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires. Donc ça, c'est bien. On a déjà répondu à une certaine urgence, mais évidemment, les enfants grandissent. Et donc, d'ici 2022, c'est dans le secondaire qu'il va falloir créer des places. Donc moi, j'espère que cette aide de la BEI, ou le fait qu'ils nous permettront d'investir plus tôt, nous permettra de répondre à ces besoins dès avant 2022. Oui, alors dans les écoles, il y a un problème dont on a parlé récemment suite à une étude qui est sortie, c'est celui des cantines scolaires où les enfants finalement ont très très peu de temps, sont peu encadrés, il y a beaucoup de bruit, c'est compliqué, tout ça parce qu'en fait le temps de midi n'est pas considéré ni comme un temps scolaire, ni comme du parascolaire, il n'y a pas vraiment de financement suffisant pour ça. Quelle est la réponse à donner ? Donc, il y a à la fois un problème d'infrastructure, singulièrement à Bruxelles, là où il a fallu créer des places très très vite. On a souvent rogné sur des réfectoires, sur des cours de récréation pour y mettre des préfabriqués, sur des couloirs, etc., pour permettre de trouver des places pour les classes. Et donc, ça a une incidence aussi sur les réfectoires. Et ça fait que parfois, il faut des roulements plus importants dans les repas, etc., Et donc, ça atteint aussi le bien-être des enfants sur le temps de midi. Donc, un problème, c'est celui des infrastructures. Et là, j'espère effectivement que l'emprunt pourra servir. Par ailleurs, il y a effectivement aussi la question de l'encadrement. L'étude nous dit qu'en moyenne, il y a une personne qui surveille 40 enfants, mais ça peut aller parfois jusqu'à 75 enfants sur le temps de midi. Vous imaginez des enfants qui doivent se reposer, qui doivent manger, qui ne sont pas tous nécessairement propres à table, souvent des petits. C'est évidemment un encadrement qui est totalement insuffisant et qui est lié au fait qu'effectivement, le temps de midi n'est ni du temps scolaire, on ne peut pas faire appel aux enseignants, ou très très peu, et n'est pas non plus du temps extrascolaire, et le temps extrascolaire, lui, reçoit aussi un financement par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc là, j'ai interrogé la ministre sur les deux aspects, tant celui des infrastructures que celui de l'encadrement. Et sur l'encadrement, elle m'a renvoyé au pacte d'excellence. Alors moi, ça m'inquiète un petit peu, puisque vous le savez, le pacte d'excellence contient à ce stade un grand nombre de mesures, un grand nombre d'options, qui sont pour la plupart d'ailleurs fort intéressantes, mais on sait qu'elles ne pourront pas toutes être mises en œuvre. Pour nous, pour les écologistes, le bien-être des enfants sur le temps de midi, c'est urgent d'y répondre. La situation qui est dénoncée dans cette étude, il est urgent d'y répondre. Et ce n'est pas non plus optionnel. Quoi qu'il arrive, il faudra garantir aux enfants le bien-être sur le temps de midi. Et de quoi ? On ne peut pas attendre le pacte scolaire pour répondre à cette problématique ? Non, de mon point de vue, on ne peut pas attendre. C'est quelque chose qui doit être fait dès aujourd'hui. Alors, autre dossier, c'est celui du centre d'appui bruxellois. Son avenir est en question. En fait, ce service qui aide à orienter les délinquants sexuels vers des psys était financé par le fédéral jusqu'ici à la fin octobre. Les institutions bruxelloises ont bouché le trou jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, c'est la grande inconnue. Les communautés doivent reprendre ça en charge ?
Mais moi, c'est un dossier qui m'inquiète fort. Donc, il semblerait que le fédéral, finalement, va décider quand même de débloquer ces 20% qu'ils avaient décidé d'enlever au centre d'appui bruxellois. Donc, peut-être qu'on a une bouffée d'oxygène pour cette année. C'est aux économies linéaires dans la justice. Absolument. Hein. C'est absolument de ça dont il s'agit. Moi, je pense que c'est une compétence fédérale et c'est en premier au fédéral d'y répondre. Une fois de plus, dans ce dossier, on voit que le fédéral entend faire des économies dans des secteurs qui sont très importants pour les gens. Ici, on sait que l'aide, le suivi des délinquants sexuels aide beaucoup à éviter la récidive, donc c'est vraiment très important. Et moi, je ne voudrais pas que ces difficultés institutionnelles et ces décisions du fédéral affectent les Bruxellois et les Bruxelloises. Ouais. Et donc, effectivement, il y a différentes options. Hein. La richesse de notre paysage institutionnel est telle qu'on pourrait envisager différents niveaux de pouvoir qui pourraient intervenir. Ça pourrait être les communautés, ça pourrait être aussi la COCOM, ou la COCOF, communautaire commune à Bruxelles. Donc nous, on va frapper à toutes les portes et essayer de trouver tous les financements possibles. Mais vraiment, je ne voudrais pas que la complexité institutionnelle rendre victime finalement les Bruxellois. Ouais, donc ce service-là, on ne peut pas s'en passer, il faut le maintenir. Absolument, il faut le maintenir, absolument. Alors, difficultés financières aussi, c'est pour certains professeurs. Il y a des gros retards de paiement, notamment suite à la réforme des titres et fonctions. On a fait un reportage il y a une semaine, des professeurs qui n'avaient toujours pas été payés depuis la rentrée, et des écoles qui font des avances sur salaire. Ça, c'est déjà vu, ça, auparavant? Donc ça peut arriver quand il y a des difficultés administratives dans le paiement des enseignants, mais ici on est devant une situation qui est sans précédent. Ici, ça fait déjà plus de 2 ans que cette réforme des titres et fonctions a été adoptée. On savait qu'elle entrerait en vigueur ici au 1er septembre de cette année. Et malgré ça, on se retrouve devant des difficultés très importantes, des profs qui ne sont pas payés. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre. Il y a des enseignants qui n'ont pas encore été payés pour le mois de septembre. Il y a aussi des écoles sans profs, des élèves sans profs, des profs qui sont sans élèves, qui donnaient cours l'année dernière et qui ne peuvent plus donner cours cette année. Donc cette réforme des titres et fonctions, c'est une catastrophe. La mise en œuvre de cette réforme est une vraie catastrophe pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. La ministre avait dit effectivement, il y a des petites choses qu'on peut ajuster. On va faire des correctifs. Vous les avez vus venir, ces correctifs? Donc il y a une série de correctifs qui sont adoptés. Il y a des circulaires qui partent sans cesse auprès des écoles pour apporter des ajustements par rapport à la réforme. Mais on fonctionne un petit peu dans la panique aujourd'hui. Et donc je ne peux que constater que vraiment la mise en œuvre de cette réforme, c'est un échec cuisant pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était une réforme consensuelle, consensuelle auprès des acteurs politiques, tout le monde a voté pour, consensuelle aussi auprès des PO, des pouvoirs organisateurs, des syndicats. Tout le monde était d'accord pour cette réforme il y a 2 ans. Et la mise en œuvre de cette réforme depuis 2 ans est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant? Il faut suspendre ou... Eh bien, moi je suis un peu étonnée parce que il y a 2 semaines, le MR nous avait proposé de suspendre la réforme pour 1 an. Et nous étions ralliés à cette proposition, tant on est dans une situation catastrophique. 2 partis de l'opposition. Oui, hein, oui, absolument. Et donc la majorité a rejeté cette demande. Mais les circulaires n'arrêtent pas de tomber dans les écoles pour reporter une série des effets de la réforme. Et donc je me demande si finalement, ce n'est pas à ça qu'on va arriver. Très bien. Mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle interview.